Le commerce est l'un de ces mots qui semblent purs en théorie, mais sales en pratique. On nous dit qu'il relie les nations, fait baisser les prix, répand la prospérité et réduit les risques de guerre. L'histoire est simple. Les gens échangent ce qu'ils ont contre ce dont ils ont besoin. Tout le monde s'enrichit et le monde apprend lentement à coopérer. C'est une belle idée, élégante, efficace, civilisée. Le seul problème, c'est que l'histoire ne la confirme pas, car le commerce n'a jamais été réellement libre. Pas de la manière dont on nous a appris à l'imaginer. Il a été façonné par la force, protégé par des flottes, financé par des empires et réécrit chaque fois que les puissances essaient d'en apprécier les résultats. Les marchés ont bougé, certes, les marchandises ont traversé les océans, des fortunes se sont bâties, des villes se sont élevées, et les industries ont transformé le monde. Mais derrière chaque système commercial prétendument ouvert se cachait quelque chose de plus dur. Une marine de guerre, un État, un réseau bancaire, un régime juridique ou un monopole soutenu par le gouvernement. Le libre échange, en d'autres termes, a généralement signifié la liberté pour ceux qui étaient déjà assez forts pour en dicter les conditions. Bienvenue chez l'historien financier, là où l'argent, le pouvoir et l'histoire entrent en collision. Et rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Si vous voulez comprendre comment le monde fonctionne réellement, commencez par ici. Le commerce ne plane pas au-dessus de la politique. Cela n'a jamais été le cas. Il suit d'abord le pouvoir, la théorie ensuite. Cela a son importance car, pendant des décennies, les sociétés modernes ont été encouragées à croire le contraire. On nous a dit que le commerce devenait neutre, sans friction, presque naturel, les marchandises se déplaceraient là où elles seraient les moins chères à produire, les consommateurs y gagneraient, les pays se spécialiseraient, tout le monde en profiterait. Et lorsque des usines fermaient, que des industries disparaissaient ou que des nations devenaient dangereusement dépendantes de chaînes d'approvisionnement étrangères, cela était souvent justifié comme étant la logique inévitable de l'efficacité. Comme si l'histoire avait enfin mûri et laissé la coercition derrière elle. Mais plus on regarde de près, plus cette histoire devient absurde. Rien n'incarne mieux le libre échange qu'un système mondial maintenu par des navires de guerre, des sanctions, des monnaies de réserve, des subventions industrielles et la menace occasionnelle d'un étranglement économique. L'image de marque était élégante. La machinerie en dessous ne l'était pas. Bien avant que les économistes n'habillent le commerce du langage de l'équilibre et de l'avantage comparatif, les dirigeants le comprenaient en termes plus instinctifs. Le commerce signifiait la richesse. La richesse signifiait des recettes fiscales. Les recettes fiscales signifiaient des armées, des navires, des fortifications et la survie. Dans les débuts du monde moderne, les États ne regardaient pas le commerce en y voyant un marché pacifique. Ils y voyaient une compétition. Quiconque contrôlait les routes, les ports, les matières premières et les conditions d'échange accumulerait le pouvoir plus rapidement que tous les autres. C'était l'ère du mercantilisme, le système d'exploitation brutale de l'Empire européen, allant grosso modo du XVIe au XVIIIe siècle. Selon la pensée mercantiliste, le monde n'était pas un champ ouvert de bénéfices mutuels. C'était une arène finie dans laquelle le gain d'une nation apparaissait souvent comme la perte d'une autre. Les exportations étaient souhaitables car elles rapportaient des métaux précieux. Les importations étaient dangereuses à moins qu'elles ne renforcent les capacités nationales. Les colonies existaient pour fournir des matières premières et consommer les produits finis du centre impérial. Les droits de monopole n'étaient pas accordés parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'ils étaient utiles. Et une fois que vous regardez le commerce à travers ce prisme, la première grande vague de mondialisation prend un tout autre aspect. Ce ne fut pas une éclosion spontanée d'échanges pacifiques. Ce fut un système conçu pour l'extraction, l'exclusion et l'avantage stratégique. L'Empire espagnol transportait l'argent des Amériques à une échelle colossale, en particulier depuis des mines comme Potosi, alimentant un réseau monétaire mondial qui s'étendait jusqu'en Europe et en Asie. Le Portugal s'est battu pour dominer le commerce des épices grâce à des ports fortifiés et à sa puissance navale dans l'océan Indien. Les Néerlandais ont bâti l'un des empires commerciaux les plus formidables de l'histoire grâce à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, une société privée, en théorie, mais un instrument géopolitique soutenu par l'État en pratique. Ils pouvaient faire la guerre, saisir des territoires, négocier des traités et monopoliser les routes commerciales. La Compagnie britannique des Indes orientales ferait de même avec des conséquences encore plus grandes, agissant moins comme une entreprise marchande que comme une puissance souveraine portant un costume d'homme d'affaires. Si vous étiez du côté de ceux qui subissaient, la distinction n'était pas
particulièrement réconfortante. Les actes de navigation anglais rendent ce point brutalement clair. Dès le milieu du XVIIe siècle, l'Angleterre a imposé des lois exigeant que le commerce avec ses colonies soit effectué en grande partie sur des navires anglais, avec diverses restrictions visant à garantir que le commerce impérial enrichisse la métropole plutôt que ses rivaux. Ce n'était pas du libre-échange. C'était un commerce dirigé, imposé par la loi et la puissance maritime. Les économies coloniales ont été façonnées pour servir les intérêts impériaux. Les produits manufacturés affluaient du centre vers l'extérieur, les matières premières affluaient de la périphérie vers l'intérieur. Le système a été construit pour rendre la dépendance rentable pour la puissance dominante et difficile à fuir pour tous les autres. C'est la partie que les récits romantiques du commerce mondial ont tendance à adoucir. Les premiers réseaux commerciaux véritablement mondiaux n'ont pas émergé d'un engagement universel envers l'ouverture. Ils ont émergé d'États et de grandes entreprises utilisant la coercition pour organiser l'économie mondiale en leur faveur. Cet arrangement a produit d'énormes richesses, mais pas de manière uniforme, et certainement pas de manière innocente. Des ports comme Amsterdam et Londres ont prospéré. Les classes marchandes se sont élargies. Les innovations financières se sont accélérées. Les marchés de l'assurance, les échanges boursiers, les sociétés par actions, les bourses de matières premières et les emprunts souverains sont tous devenus plus sophistiqués parce que le commerce à longue distance était suffisamment lucratif pour justifier de nouveaux niveaux de gestion des risques. C'est l'un des schémas récurrents de l'histoire. Chaque fois que le commerce se développe, la finance se développe avec lui, les marchandises ont besoin de navires, les navires ont besoin d'assurance, les assureurs ont besoin de capitaux, le capital a besoin de protection juridique, et très vite, vous n'avez plus seulement du commerce, vous avez toute une architecture d'argent et de pouvoir qui l'entoure. Le commerce, alors, n'a jamais consisté simplement à échanger des épices contre de l'argent ou des tissus contre du sucre. Il s'agissait de construire des systèmes capables de garantir des profits à grande échelle. Et ces systèmes n'ont jamais été neutres. Ils étaient politiques dès le départ. C'est ici que le mythe commence généralement à changer de forme. Car finalement, un empire en particulier allait être associé à un langage très différent. La Grande-Bretagne, surtout au XIXe siècle, en est venue à se présenter comme le champion du libre-échange. C'est l'un des pivots idéologiques les plus influents de l'histoire économique. Au milieu des années 1800, la Grande-Bretagne était l'atelier du monde, la puissance industrielle dominante, la maîtresse des principales routes maritimes et le centre financier autour duquel tournait une grande partie du commerce mondial. Londres était devenu le cœur battant du crédit, de l'assurance maritime et de la finance internationale. La livre sterling circulait avec une confiance extraordinaire. Les navires britanniques parcouraient le monde sous la protection de la marine royale, et depuis cette position de force, la Grande-Bretagne a commencé à prêcher l'ouverture. Le symbolisme de l'abrogation des lois sur les céréales en 1846 occupe toujours une place importante dans cette histoire. Ces lois avaient protégé les producteurs nationaux de céréales en imposant des droits de douane et des restrictions sur les céréales importées. L'abrogation est devenue une sorte de moment canonique dans l'histoire de l'économie libérale. Elle prouvait, soi-disant, que la Grande-Bretagne avait adopté une vision plus éclairée du commerce. Et, dans un sens, c'était le cas. La Grande-Bretagne industrielle a bénéficié d'une nourriture moins chère, de coûts de main-d'œuvre réduits et d'un accès plus large au marché étranger pour les produits manufacturés. Mais c'est exactement là le point essentiel. La Grande-Bretagne a évolué vers le libre-échange, non pas pendant son ascension, mais après avoir déjà atteint le sommet, après avoir bâti sa suprématie industrielle, après avoir sécurisé ses marchés coloniaux, après avoir construit une marine assez puissante pour protéger les routes maritimes et faire pression sur les États plus faibles, le libre-échange n'a pas créé la domination britannique selon une séquence propre digne des manuels scolaires. La domination britannique a rendu le libre-échange attrayant. Ce n'est pas une distinction mineure, c'est tout l'enjeu. Car, une fois que la Grande-Bretagne a tenu les sommets de l'industrie manufacturière et de la finance, l'ouverture a cessé d'être une menace et est devenue une arme. Si la Grande-Bretagne pouvait produire des biens industriels de haute qualité plus efficacement qu'une grande partie du monde, alors l'ouverture des marchés étrangers favorisait la Grande-Bretagne. Si la Grande-Bretagne contrôlait le transport maritime et l'assurance, un plus grand volume de commerce renforçait les réseaux britanniques.
Si la Grande-Bretagne siégeait au centre de la finance mondiale, une plus grande part de commerce transfrontalier augmentait la dépendance à l'égard des institutions britanniques. De ce point de vue, le libre-échange n'était pas l'abandon de l'intérêt national. C'était l'intérêt national universalisé et présenté comme le bon sens économique. Une manœuvre très élégante, si vous pouviez la réussir. L'histoire a toujours admiré une puissance capable de transformer son propre intérêt en philosophie morale. Et ce modèle britannique n'était guère tendre lorsqu'il était remis en question. Les guerres de l'opium contre la Chine des Qing au XIXe siècle ont exposé la violence qui se cachait derrière la rhétorique. La Grande-Bretagne avait développé un déséquilibre commercial massif avec la Chine car la demande européenne pour le thé, la porcelaine et la soie dépassaient de loin la demande chinoise pour les produits britanniques. Une réponse aurait pu être l'introspection, l'autre fut l'opium. Les marchands britanniques, soutenus par la puissance impériale, ont étendu le commerce de l'opium en Chine pour inverser la fuite de l'argent. Lorsque les autorités chinoises ont tenté de réprimer le commerce des stupéfiants, la Grande-Bretagne a répondu par la force militaire. Voilà pour l'échange innocent de biens mutuellement bénéfiques. Voici le libre-échange dans l'une de ses formes impériales les plus pures. Un État utilisant des canonnières pour forcer l'accès au marché d'un produit qui était socialement destructeur et politiquement déstabilisant, puis défendant cet arrangement dans le langage des droits commerciaux. S'il existait une médaille d'or pour l'hypocrisie dans l'histoire économique, cela atteindrait au moins le podium. À la fin du XIXe siècle, l'économie mondiale britannique semblait sophistiquée, dynamique et de plus en plus intégrée. Les câbles télégraphiques sous-marins accéléraient l'information. Les bateaux à vapeur réduisaient les temps de transport. La discipline de l'étalon or accroissait la prévisibilité monétaire parmi les grandes puissances. Les capitaux franchissaient les frontières à une échelle qui semblerait moderne même selon les normes d'aujourd'hui. Il deviendrait plus tard à la mode de se souvenir de cette époque comme la preuve que la mondialisation et la paix se renforcent naturellement l'une l'autre. Mais cette interprétation omet quelque chose de vital. Le système dépendait d'une hiérarchie. La marine britannique sécurisait les routes. La finance britannique lubrifiait les transactions. L'influence britannique aidait à définir les règles. Le commerce ouvert ne signifiait pas l'absence de pouvoir. Il signifiait que la concentration du pouvoir était devenue si normale que beaucoup de gens avaient cessé de la remarquer. Puis, lentement d'abord, le centre de gravité a commencé à se déplacer. Les États-Unis offrent l'un des exemples historiques les plus clairs de la façon dont les nations parlent du commerce très différemment selon qu'elles sont en phase de rattrapage ou déjà au sommet. À ses débuts, l'Amérique n'était en rien un projet de pur libre-échange, bien au contraire. Certains des penseurs économiques fondateurs du pays étaient ouvertement sceptiques à l'idée d'exposer une jeune nation industrielle à la pleine concurrence étrangère avant qu'elle ne soit prête. Le rapport sur les manufactures d'Alexander Hamilton en 1791 exposait cette logique avec une clarté remarquable. Si les États-Unis voulaient une véritable indépendance économique, ils ne pouvaient pas s'appuyer uniquement sur l'agriculture et l'importation de produits manufacturés. Ils avaient besoin d'une industrie nationale, et l'industrie nationale, dans son enfance, pouvait nécessiter une protection et des encouragements. C'était le célèbre argument de l'industrie naissante, bien qu'il n'y ait rien de particulièrement puéril dans son ambition. La logique était simple et difficile à réfuter. Les puissances industrielles établies bénéficiaient déjà de capitaux, d'une main-d'œuvre qualifiée, de réseaux de production et d'une économie d'échelle. Si une nation plus jeune s'ouvrait complètement et immédiatement, elle ne participerait pas à une compétition loyale. Elle entrerait dans une course après que les leaders aient déjà fait un tour d'avance. La protection, selon ce point de vue, n'était pas un dogme anti-marché. C'était de la patience stratégique. C'était la façon dont un pays s'achetait du temps pour devenir compétitif avant qu'on lui demande de rivaliser avec des géants. Et c'est plus ou moins ce que les États-Unis ont fait. Pendant une grande partie du XIXe siècle, les tarifs douaniers américains n'étaient pas des outils politiques marginaux. Ils étaient au centre du modèle économique. Particulièrement après la guerre de sécession, les États-Unis ont maintenu d'importantes barrières douanières qui protégeaient les fabricants nationaux de la concurrence européenne, tandis que leur base industrielle connaissait une expansion spectaculaire. Les chemins de fer se sont développés, la production d'acier a bondi, les usines se sont multipliées. À la fin du 19e,
Et au début du XXe siècle, l'Amérique était devenue une puissance industrielle. Cela ne s'est pas produit dans le vide d'une ouverture totale du marché. Cela s'est produit derrière des murs, avec le soutien de l'État, l'expansion territoriale, la construction d'infrastructures, l'extraction de ressources et un marché intérieur suffisamment vaste pour absorber la croissance. Ainsi, lorsque les générations suivantes ont parlé comme si les grandes puissances anglo-américaines avaient simplement découvert la vérité du libre, échange grâce à une sagesse supérieure, le récit historique s'est révélé moins flatteur. La Grande-Bretagne et les États-Unis avaient tous deux protégé, subventionné et stratégiquement développé leurs économies avant de devenir des évangélistes de l'ouverture. Ce schéma est presque trop cohérent pour être ignoré. Les puissances émergentes ont tendance à parler le langage de la stratégie. Les puissances dominantes ont tendance à parler le langage des principes. Ils signifient souvent la même chose, ceux qui préservent leur avantage. Cela ne veut pas dire que les arguments en faveur d'un commerce plus libre étaient toujours malhonnêtes. Il y a eu des gains véritables. Des marchés plus vastes peuvent améliorer la productivité. La spécialisation peut réduire les coûts. La concurrence peut freiner la complaisance. Le commerce peut propager la technologie, connecter les régions et élever le niveau de vie. Le problème n'est pas que le commerce soit faux ou que toute ouverture soit une arnaque. Le problème est que l'histoire n'a jamais été aussi propre qu'on l'a annoncé. La version des manuels scolaires imagine le commerce comme un échange volontaire entre des participants à peu près égaux selon des règles neutres. L'histoire nous donne quelque chose de bien plus désordonné. Un développement inégal, un rapport de force asymétrique, des pressions politiques et des règles façonnées par quiconque a les muscles pour les défendre. Le commerce peut créer de la prospérité, il peut aussi verrouiller la dépendance, il peut enrichir les sociétés, il peut aussi les vider de leur substance. Tout dépend de qui commerce, dans quelles conditions, avec quel levier, et au sein de quelle structure de pouvoir. Et c'est là que le mythe moderne devient dangereux. Car une fois que les gens commencent à croire que le commerce s'autocorrige naturellement et qu'il est politiquement neutre, ils cessent de poser les questions difficiles. Qui contrôle les routes maritimes? Qui finance les transactions? Qui établit les normes? Qui absorbe les chocs? Qui subit la désindustrialisation? Qui devient dépendant des importations de biens stratégiques? Qui détient la monnaie de réserve? Qui peut sanctionner qui? Ces questions semblent moins élégantes que les courbes de l'offre et de la demande. Il se trouve aussi qu'elles ont plus d'importance. En 1945, les États-Unis n'étaient pas seulement une autre grande économie se relevant de la guerre. C'était le centre de gravité industriel du monde capitaliste, le détenteur d'énormes réserves d'or, l'émetteur de la monnaie qui allait de plus en plus lubrifier les échanges mondiaux et la puissance navale capable de sécuriser les voies maritimes dont dépendait le commerce moderne. Des ruines de la Seconde Guerre mondiale est né un nouvel ordre économique, Bretton Woods, le système du dollar, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et finalement un cadre libéral plus large qui s'est présenté comme étant fondé sur des règles, ouverts et mutuellement bénéfiques. À bien des égards, il était plus ouvert que les anciens systèmes impériaux. Les droits de douane ont baissé avec le temps, les volumes d'échanges ont explosé, la reconstruction s'est accélérée, l'abondance de la consommation est devenue l'une des expériences déterminantes de l'Occident d'après-guerre. Mais le système ne flottait pas dans un paradis post-politique. Il reposait sur la puissance américaine aussi sûrement que l'ordre commercial du 19e siècle avait reposé sur la puissance britannique. Le dollar est devenu central non pas parce que les monnaies choisissent naturellement des chefs de file dans un état de neutralité philosophique, mais parce que les États-Unis avaient la force productive, la portée militaire, la profondeur financière et l'influence institutionnelle pour rendre la dépendance au dollar à la fois utile et difficile à fuir. Cette partie est importante parce que ce qui a été commercialisé comme libre échange dans la seconde moitié du XXe siècle était aussi un système de confiance gérée. Les marchandises circulaient parce que les routes maritimes étaient sûres, les contrats tenaient parce que les systèmes juridiques et les normes commerciales étaient applicables, les paiements étaient compensés parce que les banques faisaient confiance à l'architecture qui les sous-tendait, l'énergie circulait parce que les points d'étranglement maritime étaient patrouillés. Et l'ensemble de la structure fonctionnait plus facilement parce que les États-Unis, malgré toutes leurs contradictions, fournissaient quelque chose que les marchés apprécient encore plus que la liberté abstraite, de l'ordre.
pas nécessairement un ordre juste, pas un ordre apolitique, mais de l'ordre. C'est ce que les gens manquent souvent lorsqu'ils romantisent la mondialisation. Ils parlent comme si la baisse des droits de douane avait à elle seule créé le monde moderne des biens bon marché et des chaînes d'approvisionnement intégrées. En réalité, la baisse des tarifs n'était qu'une seule couche. En dessous se trouvait une fondation beaucoup plus solide, faite de protection militaire, de domination monétaire, d'infrastructures juridiques et de hiérarchie géopolitique. Ce qui ressemblait à une efficacité mondiale spontanée était souvent un ordre garanti par le pouvoir. Une fois que vous voyez cette architecture, une grande partie de l'histoire ultérieure cesse de paraître accidentelle. La grande expansion du commerce mondial à la fin du XXe siècle n'a pas été simplement le triomphe des bonnes sciences économiques sur l'ancien nationalisme. Ce fut la mise à l'échelle d'un système dans lequel certains pays occupaient le centre et d'autres étaient invités à s'y brancher selon des conditions qu'ils ne contrôlaient pas entièrement. Cela a créé de la croissance. Cela a également créé de la dépendance. Les pays ont été encouragés à se spécialiser en fonction de leurs avantages comparatifs. Une expression si élégante qu'elle masque presque le danger. Se spécialiser en quoi? Sous quelle devise? Protégé par quelle marine? Financé par quelle banque? Vulnérable à quelle sanction? Si votre avantage comparatif vous amène à exporter des matières premières de faible valeur, tout en important des produits manufacturés essentiels, félicitations. Vous avez rejoint l'économie mondiale depuis les places les moins chères. C'est pourquoi les conséquences humaines du commerce sont toujours plus inégales que ne le suggèrent les slogans. Pour les consommateurs, l'ouverture des échanges apporte souvent des prix plus bas. Pour les investisseurs, cela peut apporter de plus grandes marges, des marchés plus vastes et de nouveaux bassins de main-d'œuvre. Pour les dirigeants politiques, cela peut être présenté comme un progrès sans avoir besoin d'expliquer qui sera sacrifié en cours de route. Mais pour les travailleurs liés à un lieu, les communautés construites autour de l'industrie ou les nations essayant de monter dans la chaîne de valeur, le commerce peut ressembler moins à de la liberté et plus à de la vulnérabilité. Les usines ferment non pas parce que le travail a cessé de compter, mais parce que le capital a trouvé une juridiction moins chère. Des régions entières perdent leur capacité industrielle et on leur dit que c'est de l'efficacité. Des pays ouvrent leur marché avant d'avoir développé les institutions ou la force productive pour être compétitifs. Et lorsque les entreprises nationales s'effondrent sous la pression, le résultat est décrit comme de la modernisation. C'est un langage très soigné pour une réalité très ancienne. Certaines personnes sont plus mobiles que d'autres et les systèmes construits au nom de l'ouverture ont tendance à récompenser en premier lieu ceux qui sont mobiles. L'Amérique latine offre une version de ce modèle. À travers les 19e et 20e siècles, de nombreux pays de la région ont été attirés dans l'économie mondiale principalement en tant qu'exportateurs de matières premières et importateurs de biens manufacturés de plus grande valeur. Les histoires nationales exactes variaient, mais le schéma structurel était familier. Dépendance à la demande extérieure, vulnérabilité aux fluctuations des prix, stress récurrent lié à la dette, et difficulté chronique à bâtir une force industrielle diversifiée. Le problème n'était pas le commerce en lui-même. Le problème était d'entrer dans un ordre commercial à partir d'une position de faiblesse et d'y rester. Une fois qu'une économie devient structurellement dépendante de l'exportation de ce que les autres extraient et de l'importation de ce que les autres fabriquent, le langage du libre, échange commence à ressembler étrangement à une assignation permanente des rôles. Certaines nations produisent les biens finis, certaines expédient les matières premières, certaines émettent la monnaie, certaines l'empruntent, certaines écrivent les règles, certaines vivent sous leur emprise. Et puis, juste au moment où une grande partie du monde occidental s'était convaincue que ce modèle était l'avenir définitif de l'humanité, la Chine est arrivée pour rappeler à tous que le commerce n'est pas un séminaire de morale. C'est un jeu de pouvoir. L'ascension de la Chine est l'une des preuves les plus claires contre la version féerique de la mondialisation. Pendant des années, les élites occidentales ont parlé comme si l'intégration de la Chine dans le système commercial mondial allait produire une convergence presque automatique. Plus de commerce conduirait soi-disant à plus de libéralisation, plus de normes de marché, plus d'ouverture politique et un environnement stratégique plus doux. C'était une théorie d'une confiance stupéfiante. Elle s'est également avérée fausse de l'une des manières les plus lourdes de conséquences qui soient. La Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001,
mais elle ne s'est pas élevée en se convertissant en un pur paradis du laisser-faire. Elle s'est élevée grâce à une combinaison de discipline des exportations, de direction de l'État, de politique industrielle, de contrôle des capitaux, d'acquisition de technologies, d'expansion des infrastructures et d'une stratégie manufacturière implacable. Elle a utilisé l'accès aux marchés mondiaux, oui, mais elle l'a fait tout en gérant son système intérieur avec une main beaucoup plus stratégique que ne le permettait le vieux récit du libre-échange. Ce n'était pas une incohérence technique mineure, c'était le fait central de l'histoire. La plus grande ascension manufacturière de l'ère moderne ne s'est pas construite sur une pureté idéologique. Elle s'est construite sur le pouvoir, la planification et la patience. Des usines ont déménagé, les chaînes d'approvisionnement se sont réorganisées. Des écosystèmes industriels entiers ont migré vers la Chine parce que les coûts comptaient, que l'échelle comptait, que les infrastructures comptaient et que la cohérence politique comptait. Les consommateurs occidentaux ont obtenu des produits moins chers, les grandes entreprises occidentales ont obtenu des marges plus élevées, les décideurs politiques occidentaux ont pu se vanter de l'intégration. Pendant ce temps, la Chine a accumulé une capacité de production à une échelle qui a transformé l'équilibre du pouvoir économique mondial. Elle a bâti une domination ou une quasi-domination dans des secteurs qui se trouvent aujourd'hui au cœur de la rivalité stratégique. L'assemblage électronique, la fabrication solaire, les chaînes d'approvisionnement des batteries, le traitement des terres rares, le transport maritime et une part extraordinaire de la capacité industrielle dont le reste du monde s'était lentement habitué à dépendre. Et c'est alors que l'ancien langage a commencé à se fissurer, car le commerce semble merveilleusement inoffensif jusqu'à ce que votre rival devienne indispensable. Puis, soudainement, la conversation passe de l'efficacité à la résilience, de l'ouverture à la sécurité, de l'intégration mondiale à la dépendance stratégique. Le même système, autrefois loué pour réduire les coûts, commence à sembler dangereux lorsqu'il révèle à quel point la capacité a été évidée au niveau national. Il s'avère que les importations bon marché sont un véritable délice, jusqu'à ce que vous découvriez que votre adversaire aide à fabriquer les composants de vos armes, de vos médicaments, de votre transition énergétique et de la moitié de l'électronique de votre économie. À ce stade, le libre-échange commence à développer des notes de bas de page sur la sécurité nationale. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, et le moment n'est pas anodin. Dans le monde de 2026, le mythe du commerce neutre s'effondre au vu et au su de tous. Le langage de l'époque n'est plus celui d'une mondialisation sans friction. C'est celui des sanctions, des contrôles des exportations, de la relocalisation entre pays alliés, de la relocalisation nationale, de la redondance, de la politique industrielle, des minéraux stratégiques, des restrictions sur les semi-conducteurs, de la résilience des chaînes d'approvisionnement et de l'accès sécurisé à l'énergie. Les grandes puissances ne prétendent plus que le commerce existe en dehors de la géopolitique. Elles utilisent ouvertement le commerce comme un instrument de la géopolitique. Les États-Unis restreignent les exportations de puces de pointe et subventionnent les secteurs stratégiques nationaux. L'Europe parle plus ouvertement de souveraineté industrielle et de la réduction des dépendances dangereuses. La Chine répond par ses propres moyens de pression stratégique, en particulier dans les domaines liés à la transformation, à la fabrication et aux matériaux critiques. Les régimes de sanctions se multiplient. Les routes maritimes sont surveillées non seulement pour leur efficacité, mais aussi pour leur vulnérabilité. Les points d'étranglement ont de nouveau de l'importance parce que l'histoire est revenue dans la pièce et a commencé à parler à voix haute. L'ironie est presque cruelle. Pendant des décennies, de nombreux décideurs politiques ont parlé comme si la stratégie nationale était devenue démodée, comme si l'intégration des marchés avait résolu le problème des politiques de puissance. Mais l'ancienne logique n'a jamais disparu. Elle a simplement été obscurcie par l'abondance. Lorsque les mers étaient relativement stables, que les flux énergétiques étaient sûrs, que l'inflation était maîtrisée et que les chaînes d'approvisionnement livraient de tout, des puces électroniques aux meubles à une vitesse miraculeuse, il était facile de croire que le monde avait mûri au-delà des durs conflits économiques. Mais l'abondance est un bien mauvais professeur. Elle fait paraître naturel des systèmes qui sont en réalité contingents. Elle encourage les gens à confondre un environnement géopolitique favorable avec une loi éternelle de l'économie. Puis, un choc arrive. Une guerre, un risque de blocus,
une perturbation énergétique, une spirale de sanctions, une pénurie de semi-conducteurs, et soudainement, tout le monde se rappelle qu'une efficacité fondée sur une dépendance fragile n'est pas une force. C'est un pari. Regardez attentivement le schéma et vous pourrez voir la continuité à travers les siècles. Autrefois, les empires se battaient pour contrôler les routes des épices, les flux d'argent et les monopoles coloniaux. Plus tard, les puissances industrielles se sont battues pour l'accès au marché, le transport maritime et les matériaux stratégiques. Aujourd'hui, les objets ont changé. Mais la structure, elle, n'a pas bougé. Les nouvelles épices sont les semi-conducteurs, les terres rares, les métaux pour batterie, les machines de pointe, les infrastructures de données et les voies de transit énergétique. Les nouvelles compagnies des Indes orientales sont des combinaisons plus complexes et tentaculaires de firmes multinationales, de champions soutenus par l'État, de géants de la logistique, d'institutions financières et d'architecture juridique qui s'étendent sur plusieurs continents. Les nouvelles canonnières peut être des paquets de sanctions, des licences d'exportation, des patrouilles navales et des subventions industrielles. Mais le message sous-jacent est ancien. L'accès est politique, la dépendance est dangereuse, et aucune grande puissance ne laisse les artères de la richesse entièrement au hasard. Cela a plus d'importance pour les gens ordinaires qu'on ne leur dit souvent. Car lorsque les systèmes commerciaux deviennent des instruments de rivalité, les coûts ne restent pas dans les salles de conférence. Ils se manifestent dans les prix, les pénuries, le ralentissement de la croissance, les chocs inflationnistes et l'anxiété stratégique. Un monde organisé autour d'une efficacité maximale a tendance à sembler bon marché et pratique jusqu'à ce qu'il se heurte à un conflit. C'est alors que le prix caché de la dépendance devient exigible. Les prix de l'énergie grimpent en flèche, les coûts d'assurance augmentent, les itinéraires maritimes sont détournés, les gouvernements subventionnent la production locale à un coût plus élevé, les consommateurs paient plus cher, les investisseurs réévaluent les risques et les banques centrales font face à des pressions inflationnistes liées non seulement à la demande intérieure, mais aussi à un environnement mondial plus fracturé. L'histoire cesse de parler de théories élégantes pour devenir douloureusement concrète. Qui possède la sécurité alimentaire? Qui contrôle les minéraux critiques? Qui peut encore fabriquer? Qui possède la monnaie dont tous les autres ont besoin? Qui peut étouffer les transferts de technologie? Qui peut survivre à une perturbation de l'approvisionnement sans céder à la panique? Et c'est pourquoi l'expression « libre-échange » ressemble aujourd'hui moins à une description qu'à l'ambiance historique d'une époque plus confortable. Le commerce n'a jamais été réellement libre, car il n'a jamais été réellement séparé du pouvoir. Au mieux, il fonctionnait au sein de structures de pouvoir stables qui rendaient l'ouverture possible et profitable. Au pire, il devenait le langage soigné utilisé pour justifier des systèmes qui laissaient certaines nations dépendantes, certains travailleurs jetables et certains empires plus riches que jamais. La véritable leçon n'est pas que le commerce est mauvais, ce serait trop simple. Et la simplicité est l'endroit où les mauvaises analyses vont se cacher. Le commerce peut générer de la croissance, propager le savoir et élever le niveau de vie, il peut relier les sociétés de manière extraordinaire. Mais il n'est jamais neutre. Il reflète l'équilibre des pouvoirs de son époque. Il récompense ceux qui peuvent protéger les routes, dicter les règles, subventionner les capacités et militariser la dépendance lorsque c'est nécessaire. On dit à tous les autres d'admirer l'efficacité. Alors la prochaine fois que vous entendrez des politiciens, des économistes ou des dirigeants d'entreprise parler du commerce comme s'il s'agissait d'une force d'autocontrôle naturel au bénéfice de tous, souvenez-vous de l'histoire plus vaste, souvenez-vous des monopoles à Chartres, des actes de navigation, de la marine royale, des guerres de l'opium, des barrières douanières, du système du dollar, des chaînes d'approvisionnement construites sur des angles morts stratégiques, et de la panique soudaine qui surgit dès qu'un rival contrôle quelque chose d'essentiel. Souvenez-vous que les marchés ouverts ont souvent dépendu de points fermés quelque part en arrière-plan. Et souvenez-vous surtout de ceci. Le commerce suit d'abord le pouvoir, la théorie ensuite. Il en a toujours été ainsi. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire détient les réponses. Je vous montrerai où chercher.